Il était une fois un individu tout ce qu'il y a de plus normal, qui vivait paisiblement dans son coin. Rien ne le prédisposait à l'aventure. Mais un jour, soudainement, son monde fut mis en péril et pour le sauver, il fut contraint de partir en quête. Heureusement, ce héros reçut l'aide d'un mentor et trouva des compagnons pour l'aider dans sa tâche. Ensemble, ils firent face à maintes péripéties et retournements de situation où leurs actions furent décisives. Mais la menace se renforça. Et alors que tout semblait perdu, le héros trouva en lui des ressources insoupçonnées qui lui permirent, au dernier moment, de triompher de l'adversité. Il sortit de cette aventure épique, transformée à jamais. Ce schéma narratif peut sembler simpliste, voire caricatural. Et pourtant, il est au fondement de l'immense majorité des mythes, légendes, théâtres, contes, fables, romans, films de toutes les époques et de toutes les civilisations. Cet art de la scénarisation, connu aussi sous son nom anglais de storytelling, fausse en effet complètement la façon dont nous concevons nos stratégies et nos plans. Ces derniers se retrouvent inopérants sur la réalité car ils en sont complètement déconnectés. Les scénarios de storytelling et scénarios de prospective n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Amis stratèges et prospectivistes, l'heure est grave. Découvrons ensemble les 3 mensonges induits par le storytelling et la façon de les contrer. Avant de détailler ces mensonges, recontextualisons un peu. Ce mythe du héros et les techniques de dramatisation sont omniprésents dans la guerre qui sévit aujourd'hui dans notre société pour capter notre attention. Il est utilisé bien entendu dans l'industrie du divertissement, ainsi que dans la publicité et le marketing. Que l'on pense par exemple à la remarquable capacité que Steve Jobs avait de mettre en scène les innovations d'Apple. De façon plus surprenante, on retrouve également le storytelling dans la politique et les médias, dont le roman national est bien sûr l'exemple le plus imposant. Et enfin, même au niveau personnel, nous avons tous notre petite histoire à raconter, avec des événements marquants et une cohérence rétrospective qui expliquerait l'individu que nous sommes devenus aujourd'hui. Ces schémas sont tellement ancrés dans notre culture que nos vies sociales, professionnelles et sociétales sont ainsi rythmées par de grands moments scénarisés et récurrents. Autant de temps forts qui cassent la routine et nous apportent chacun leur lot d'émotions et d'ambiances particulières. Mais sur cette trame s'inscrivent parfois des événements inattendus. Des innovations technologiques et des effets de mode viennent bouleverser nos modes de vie. Des contestations sociales sont déclenchées, manifestations dont les médias comptent d'ailleurs les actes. Plus rarement, des crises sortant vraiment de l'ordinaire surviennent et marquent l'histoire. Et bien sûr, parmi ces phénomènes qui sortent de l'ordinaire, on trouve les élections, événements dramatiques par excellence où de potentiels héros doivent nous sauver d'un péril bien plus important. Élections où notre destinée collective se joue dans une bataille électorale féroce, où l'homme ou la femme providentielle de votre choix viennent sauver la France face à de dangereux némésis. Je vous laisse vous-même répartir les rôles selon vos sensibilités politiques. Bref, pour revenir à nos moutons, nous tentons chacun, à notre niveau, d'inscrire notre projet personnel ou professionnel dans ce récit collectif. Ou, bien informés, nous espérons que notre courage, une volonté à toute épreuve, des actions opportunes et un peu de chance, nous permettront de triompher. Ainsi, à l'issue d'un parcours riche en émotions fortes, où tout se jouerait sur le fil du rasoir, nous surmonterions les points d'achoppement, de friction et les points de blocage avec la réalité, et parviendrions à faire basculer la situation, à petite ou à grande échelle, dans un sens qui nous soit plus favorable. Mais cette attitude volontaire, activiste et héroïque, aussi brillante et séduisante soit-elle, ne conduit la plupart du temps au mieux qu'à des victoires éphémères, et surtout, immanquablement, à un surmenage et à de l'épuisement. Mais quels sont donc alors les 3 mensonges induits par le storytelling à l'origine de ces erreurs stratégiques ? Le premier de ces mythes postule que le monde serait figé dans une sorte d'équilibre, de tendance, et que ce seraient des hasards et l'action de certains acteurs influents qui viendraient remettre en cause et déstabiliser cette normalité. Grâce à l'histoire, il serait rétrospectivement possible de comprendre la nature, l'ampleur et l'enchaînement chronologique de ces changements déstabilisateurs. En réalité, notre monde se transforme en permanence, sous l'effet de processus de moyen et long terme, souvent imperceptibles, sans début ni fin clairement identifiables. Telle une vague que l'on verrait arriver longtemps avant qu'elle ne se brise. Tout l'enjeu consiste à détecter ces processus cachés le plus en amont possible, afin d'avoir une chance d'en tirer parti.
Les périodes de crise et de rupture sont l'aboutissement de ces processus. Mais au moment où nous en prenons conscience, il est souvent déjà trop tard. Pour mesurer ce décalage entre ces transformations silencieuses de moyen long terme et nos perceptions humaines focalisées sur le court terme, on peut penser à un arbre dont la croissance est continue, mais imperceptible à l'œil nu. Ou encore à notre vieillissement, dont nous voyons divers indices en la présence d'une ride, d'un cheveu blanc, mais dont nous ne prenons soudainement et pleinement conscience qu'en regardant une photo de nous datée d'il y a 20 ans. Le second de ces mythes est celui du héros. Il laisse penser que la situation changerait de manière nécessairement conflictuelle, du fait des actions des différents protagonistes cherchant tous à imposer leur volonté aux autres. Cette notion de conflit est en effet le moteur de tout bon récit. Le héros doit en effet faire face à des conflits existentiels, et liés parfois à de grandes valeurs métaphysiques. Le bien contre le mal, la justice, l'amour, la loyauté, réussir sa vie, ou tout simplement survivre. Il doit en outre surmonter des conflits sociaux, issus des divergences de perception et d'intérêts entre personnages, y compris avec ses alliés. Débats, quiproquos, doutes, disputes, trahisons. Enfin et surtout, il est en proie à des conflits internes, qui prennent la forme de choix difficiles et de dilemmes moraux, de doutes en ses capacités, de découragement, et en général, lorsque le héros doit affronter ses peurs et ses démons intérieurs. Et ce qui donne toute sa saveur à cette lutte, c'est que le décalage entre les projections mentales du héros et la réalité est source d'émotion, autant pour lui que pour le public, grâce au phénomène d'identification. Et c'est la création d'émotions fortes qui rend le storytelling si puissant pour capter notre attention et nous faire passer à l'action le cas échéant. En revanche, sur un plan stratégique, ce schéma est extrêmement préjudiciable. D'une part parce que l'on surestime grandement l'action des seuls individus pour occasionner des changements. Par exemple, l'entreprise Apple a plus tiré sa force de ses nombreuses équipes salariées plutôt que de l'action visionnaire et innovante de Steve Jobs lorsqu'il la dirigea, quelles que fussent ses qualités. D'autre part, parce qu'il est épuisant et contre-productif de se battre sans arrêt contre tout et tous. Argumenter, dénoncer, s'opposer, résister, militer, passer en force. Non seulement on risque de se retrouver isolé, mais reporter systématiquement la faute sur le monde extérieur est aussi préjudiciable à une saine remise en question. A l'inverse, il est essentiel de travailler en équipe et en réseau pour pouvoir changer la situation. Et cela demande plus de compétences sociales que techniques. D'ailleurs, le milliardaire américain Warren Buffett attribue son succès plus à sa mise en œuvre des principes de la grande référence sur les relations humaines qu'à ses compétences financières. Attention, il faut toutefois un minimum de compétences techniques pour pouvoir apporter de la valeur à son réseau, les compétences humaines et sociales ne suffisant pas. Enfin, le troisième et dernier de ces mythes postule que notre monde serait globalement cohérent et logique, que l'ensemble des événements du récit ferait sens, voire que tout serait écrit par avance, qu'il y aurait une sorte de finalité supérieure de l'histoire, et donc une évolution un peu inéluctable de nos sociétés. Ce progrès civilisationnel ne pourrait être que ralenti par des forces jugées comme rétrogrades, conservatrices, et des régressions qui seraient nécessairement passagères et accidentelles. Mais cette vision vient du fait qu'en tant qu'être humain, nous sommes victimes du biais de rationalité. C'est un biais psychologique qui nous pousse à vouloir tout justifier, tout expliquer, à rationaliser les choses, c'est-à-dire les mettre en récit, plutôt que d'accepter notre ignorance face à un monde chaotique, imprévisible et en changement permanent. La société est en réalité composée d'un ensemble de groupes sociaux, s'affrontant et coopérant de manière assez chaotique, sous l'action de passions, d'intérêts personnels, mus par des représentations culturelles et idéologiques spécifiques à des régions et des époques données, et sans que personne ne maîtrise vraiment l'ensemble. Il y a autant de récits pour expliquer le réel qu'il y a de groupes sociaux. Et c'est tout l'enjeu des grands débats idéologiques et politiques que de faire valider sa vision du monde par un plus grand nombre de gens, pour justifier et légitimer par la suite les changements que l'on aimerait apporter à la société dans son ensemble. Un monde relativement stable, parfois déséquilibré par des crises, et sous l'action conflictuelle d'individus, l'ensemble formant un processus de changement faisant sens rétrospectivement, voici en résumé la façon dont le storytelling peut venir fausser nos perceptions et par voie de conséquence nos réflexions stratégiques. Et très concrètement, qu'est-ce que cela donne ? Imaginez, alors que tout était tranquille, le gouvernement entreprend de réformer le code du travail dans un sens qui vous déplaît, ainsi qu'à de nombreux autres salariés et syndicats. Malgré de virulents débats à l'Assemblée nationale, la réforme semble inéluctable. Vous vous mobilisez alors, et avec l'aide de syndicats, vous participez à de grandes manifestations pour tenter de forcer le gouvernement à faire machine arrière, comme parfois il le fit par le passé.
Tout se joue alors dans de grands affrontements, chargés de colère et de peur, jusqu'à ce que l'un des deux camps cède. Cette même histoire, avec la vision stratégique, donne le récit suivant. Au cours de votre travail de veille, vous observez, longtemps à l'avance, que la conjecture économique semble se détériorer. Vous détectez des signaux faibles. En effet, des propositions de réforme émergent de ci de là, portées par des experts ou par des revendications de partis politiques, de syndicats ou de groupes de réflexion. Elles semblent en outre s'inscrire fortement dans la continuité de la politique gouvernementale, ce qui vous fait redoubler de vigilance. Ainsi, par le biais de votre réseau et d'une information focalisée, vous êtes au courant au moment même où le ministère du Travail commence à travailler sur ce projet de loi, plusieurs mois avant sa présentation au Parlement. Toujours par le biais de votre réseau, vous entreprenez donc un travail de lobbying et d'influence auprès du dit ministère et des parlementaires de votre circonscription, afin de faire amender la loi dans un sens qui vous soit un peu plus favorable. En dehors des séances à l'Assemblée très médiatisées, vous savez que les parlementaires travaillent en bonne intelligence en commission pour viabiliser le projet de loi parce qu'ils se trouvent parfois un peu déconnectés des réalités sociales. Et ce n'est que 2 ou 3 semaines après qu'elle ait été votée à l'Assemblée et au Sénat que les médias se mettent à l'évoquer et que des manifestations éclatent. Pour vous, c'est déjà de l'histoire ancienne, et vous avez d'ores et déjà reporté votre attention sur de nouveaux sujets. Cette seconde vision de voir les choses est nettement moins attrayante que la première, et pourtant elle est beaucoup plus efficace. La stratégie est en effet un processus un peu mécanique, voire parfois presque ennuyeux. Mais il s'inscrit sur un temps long. Vous allez sans doute objecter, et à raison, que tout le monde n'a pas cette capacité à influencer les décisions à si haut niveau. Il est ainsi d'abord nécessaire d'acquérir et de renforcer différents leviers d'action, pour ensuite, dans un second temps, les employer d'une certaine manière, la stratégie, pour obtenir le résultat visé. Ce processus stratégique sera l'objet d'une prochaine vidéo. Pour ne pas rater sa sortie, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer les notifications pour être prévenu de sa parution. D'ici là, je vous dis au revoir et à bientôt. Et vous avez remarqué ? Même cette vidéo suit les principes du storytelling.